Peu importe s'il est passif ou actif. J'ai demandé s'ils écoutaient. L'écoute signifie être conscient. Et en cette attention, le singe est-il dans l'activité? Ne dites pas oui ni non. Découvrez et apprenez. Et quelle est la nature de cette attention ou ne pas venir? Avec le singe qui fait les matins, interrogé dans cette tension, l'esprit est vide de pensée. Krishnamurti, je ne sais pas, monsieur. Je ne l'ai pas verbalisé avec des expressions telles que sans réflexion, vide, etc. Appris et découvrir. Cela nécessite une attention constante et ne pas sans l'attention. La nature de l'esprit, lorsqu'il est dans cet état d'attention totale. Interroger, comme nous le disons que l'esprit n'est pas présent, est-il présent? Krishnamurti, non, monsieur. S'il est dit qu'il n'est pas présent pour la communication verbale, la mémoire est présente. Mais je demande, quand vous êtes complètement attentif, y a-t-il un centre? Maintenant, c'est si simple. Lorsque vous regardez une chose vraiment amusante qui vous fait rire, y a-t-il un centre? Si une chose que vous cela compte et ne prend pas de soirée, mais il y a simplement l'observation, il y a dans cette observation un centre, c'est-à-dire le singe. S'il n'y a pas de centre, la question est alors la suivante. Cette tension peut couler, rester en mouvement, non seulement un instant, puis disparaître, mais continue de couler naturellement, doucement, sans aucun effort. L'effort implique la présence du singe, l'apparition du singe. Tu me le suivez? Le singe devrait agir lorsqu'il s'agit de réaliser un certain travail. Mais cette activité de singe est-elle née de l'attention ou est-elle indépendante de l'attention? Et au bureau pour travailler, est-ce un mouvement d'attention ou est-ce un mouvement de singe? Cela entre en action et dit que je veux être meilleur que mes collègues, gagner plus d'argent, travailler plus dur, rivaliser, devenir manager. Le pénètre, monsieur. Lequel des deux mouvements est dans votre vie? Le mouvement de l'attention ou le mouvement du singe? Répondez à vous par vous-même. Si le singe prend des mesures et fait du diabrura, et les singes font toujours des diabrures, le diabrura peut-il être effacé et ne pas laisser la marque? Continuez à pénétrer, messieurs. Vous ne voyez pas la beauté qui y est? Hier, quelqu'un vous a dit quelque chose de faux. Le singe est entré en action, vous donnant envie de dire « Eh, tu es un menteur !» Ou que s'est-il passé le mouvement de tension dans lequel le singe n'est pas actif? Si c'est le cas, alors ce mensonge ne produit aucune marque. Lorsque le singe réagit, laisse-t-il la marque? Alors je demande, cette attention peut-elle toujours évoluer? Non, pas comme maintenir une attention continue. Parce que c'est le singe qui demande. Mais quand il y a toujours le mouvement de l'attention, l'esprit suit simplement ce mouvement. C'est à vous de répondre à cette question. L'attention peut-elle toujours évoluer? C'est une question d'importance vitale. Nous ne connaissons que le mouvement du singe, et une seule fois avons-nous l'attention que le singe n'apparaît absolument pas. Mais alors le singe dit « Hey, je veux avoir sa attention ». Et là, il va au Japon pour apprendre à méditer ou pour que l'Inde s'assoie au pied de quelqu'un. Et nous avons demandé, ce mouvement de tension n'est-il pas par rapport à la conscience telle que nous la connaissons? Ce n'est pas... Bien sûr, cette tension, en tant que mouvement, peut-elle circuler? Comment tous les mouvements circulent-ils? Et si le singe entre dans l'action, peut-il lui-même prendre conscience d'être en action? Et donc, de ne pas s'immiscer sur le mouvement de l'attention. Hier, quelqu'un m'a insulté et le singe était éveillé pour répondre. Mais comme il a pris conscience de lui-même et de toutes les conséquences de ses matins, il s'est poursuivi et a fait passer son attention. Il ne s'agit pas de savoir comment maintenir le mouvement. Il est important de le réaliser, car au moment où il est dit maintenir le mouvement, c'est l'action du singe. Mais si le singe sait qu'il est actif,
La sensibilité de cette perception le rend immédiatement silencieux. Interrogé dans ce mouvement de tension, il n'y a pas d'intérêt égoïste. Par conséquent, il n'y a pas résistance ou gaspillage d'énergie. Krishnamurti, monsieur, attention signifie une grande énergie au plus haut degré, n'est-ce pas? En tension est concentrée toute l'énergie non manquée. Le moment où il se fragmente et l'action commence, donc le singe est actif. Et lorsque le singe, qui apprend également et est devenu sensible et conscient, perçoit le gaspillage d'énergie, il en plut d'ailleurs naturellement. Il y a donc d'un côté le singe et l'attention. Il n'y a pas de division entre singe et attention. S'il y a une division, l'attention devient le moi supérieur. Savez-vous combien d'appareils les singes ont inventés? Mais l'attention est un mouvement total, une action totale, et non opposée à l'attention. Malheureusement, le singe a également sa propre vie et se réveille. Lorsqu'il n'y a pas de centre, c'est-à-dire au sommet de l'attention, pouvez-vous me dire ce qui se passe alors? Qu'est-il arrivé à l'esprit qui est attentif à un degré aussi élevé sans le moindre gaspillage d'énergie? Que s'est-il passé alors? Dis, messieurs, je ne veux pas rester parler tout le temps. Interrogando, il y a un silence total. Il n'y a pas d'auto-identification. Krishnamurti, je ne veux aucun des appareils inventés par le saint. Ce qui s'est passé non seulement à l'intellect, au cerveau, mais aussi au corps. J'ai déjà dit, mais ils n'ont pas appris. Si cet haut-parleur ne revient plus ici, s'il meurt, que se passera-t-il? Comment allez-vous apprendre? Allez-vous apprendre le yoga? Jamais! Par conséquent, apprenez maintenant ce qui est arrivé à l'esprit, qui est devenu attentif prudent, dans lequel toute l'énergie était concentrée. Qu'est-il arrivé à l'intellect? Interrogando, il voit. Krishnamurti, n'est-ce pas? Ne faites pas de conjectures, s'il vous plaît. Interroger, c'est totalement calme. Krishnamurti, voir, Seigneur, le cerveau qui était actif, fonctionnant, le cerveau qui a inventé le singe, n'est pas devenu ce cerveau très sensible. Si vous ne le savez pas, vous avez la gentillesse de ne pas conjecturer. Et à votre corps, lorsque vous avez cette énergie énorme, sans sème et inaperçue, ce qui s'est produit tout le corps, structure entière de l'entité humaine, c'est à vous, je demande. Interrogando, réveillez-vous, devenez vivant et apprenez. Krishnamurti, non monsieur, il a besoin de devenir vivant pour apprendre. Sinon, on ne peut pas apprendre. Si vous dites je crois en mes préjugés, j'aime mes préjugés. Mon conditionnement est merveilleux. Dans ce cas, il dort et n'est pas éveillé. Mais au moment où il commence à remettre en question, à apprendre, il commence à prendre vie. Ce n'est pas ce que je demande. Qu'est-il arrivé au corps et au cerveau? Interrogando, l'action réciproque, complète. Il n'y a pas de division mais une perception totale. Krishnamurti, monsieur, s'il ne dissipe pas l'énergie avec le froid, qu'est-il arrivé au mécanisme du cerveau? Interrogando, il est vivant. Krishnamurti, ayez la gentillesse d'observer. Faites attention à tout fait. Complètement. Avec votre cœur, avec votre corps, avec votre esprit, avec tout ce que vous avez, chaque particule, chaque cellule, et voyez ce qui se passe. Interconnexion à ce moment-là, nous ne le faisons pas il y a. Krishnamurti, oui monsieur, mais qu'est-il arrivé au cerveau, pas à vous? Je suis d'accord que le centre n'existe plus, mais il y a le corps, le cerveau. Qu'est-il arrivé au cerveau? Interrogando, était-ce au repos, se régénérant? Krishnamurti, et quelle est la fonction du cerveau? Interrogando, commande? Krishnamurti, je ne répète pas ce que j'ai dit, pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce que le cerveau? Il est impliqué dans le temps, est le réservoir de mémoire. C'est une question. Il est dans une activité intense, reconnaissant, concevant, résistant, pensant, effrayé, cherchant la sécurité, et, cependant, dans l'incertitude, pleine de souvenirs. Pas seulement la mémoire d'hier, mais des siècles de souvenirs. Souvenirs raciaux, souvenirs de famille,
tradition. Tous ces souvenirs y sont contenus. Maintenant, qu'est-il arrivé à ce cerveau dans cette attention extraordinaire? Interrogando. Se renouveler? Krishnamurti, je ne veux pas être cool, mais votre cerveau est-il nouveau? Ou dites-vous simplement un mot? S'il vous plaît, dites-moi ce qui est à cela au brain mechanical. Ne dites pas qu'il n'est pas devenu mécanique. Le cerveau est purement mécanique, réagissant toujours en fonction de son conditionnement, de ses antécédents, de ses peurs, de son plaisir. Qu'arrive-t-il à ce cerveau lorsqu'il n'y a pas de gaspillage minimal d'énergie? Interrogando. Il commence à devenir créateur. Krishnamurti. Eh bien, laissez-le le laisser demain. L'esprit voit les effets, à la fois extérieurs et intérieurs de la fragmentation. Extérieurs, les gouvernements souverains, avec leurs armées, leur racisme, etc. Division en nationalités, croyances, dogmes religieux, division en actions sociales et politiques, travail, conservateur, communiste, capitaliste. Tout cela a été créé par la pensée visant la sécurité. Nous pensons qu'à travers la fragmentation, nous aurons la sécurité. Et cette pensée crée plus de fragmentation. Vous en rendez-vous compte? Pas verbalement, mais vraiment comme un fait de jeunes et vieux, riches et pauvres, vie et mort. Vous voyez cette division constante. Ce mouvement de fragmentation causé par la pensée, qui est impliqué dans la condition de conditionnement de cette fragmentation. L'esprit peut voir tout ce mouvement, sans centre pour dire « Oh, je vois, parce que s'il y a ce centre, il devient bientôt un facteur de division. Moi, et pas moi, c'est toi. » La pensée a créé ce moi à cause du désir ou de l'impulsion de rechercher la sécurité et la protection. Et dans ce désir de trouver la sécurité, il a divisé l'énergie en moi et non un moi, apportant ainsi l'insécurité à lui-même. L'esprit peut-il voir cela dans son ensemble? Il ne peut y avoir de fragments comme l'observateur. Nous avons déjà demandé. Quelle est la nature de l'esprit extrêmement attentif, dans lequel il n'y a pas de fragmentation? C'est là que nous nous sommes arrêtés hier. Je ne sais pas si vous en avez enquêté ou appris d'hier à aujourd'hui. Cet orateur n'est pas un enseignant qui vous enseigne, transmettant des connaissances. Pour découvrir cela, il ne devrait pas y avoir de fragmentation naturellement. Il convient de mentionner aucun effort temps. L'effort signifie la déformation. Et, comme presque tous de nous sommes déformés, il n'a aucune possibilité de comprendre ce que signifie être complètement attentif. Et pour découvrir ce qui arrive à l'esprit qui est totalement confortable et attentif. La différence entre la sécurité et la stabilité. Nous avons dit que le singe était ce moi permanent, avec leurs pensées, leurs problèmes, leurs angoisses et leurs peurs. Cette pensée, ce Riketom Monkey, recherche toujours la sécurité, car vous avez peur de faire des erreurs dans vos activités, vos pensées et vos relations. Il veut que tout soit mécanique et garanti. Par conséquent, cela traduit la sécurité pour la précision mécanique. Il s'agit de la stabilité différente de la sécurité. Ne dites pas votre contraire cependant, une dimension différente. Nous devons comprendre cela. L'esprit qui est agité et qui recherche la sécurité ne trouvera jamais de stabilité. Et à quel point il est beau d'être stable, l'entreprise n'est pas le mot approprié. Incolvable, inamovible, et rien de capable de mobilité infinie, l'esprit qui cherche la sécurité ne peut pas être stable, être mobile, agile, et pourtant inamovible, égal à un rocher. Remarquez-vous la différence? Lequel des deux se produit dans votre vie? La pensée, le singe riche, cherchant la sécurité et ne la trouvant pas dans une direction, et la cherchant dans l'autre sens. Dans cette préoccupation, il veut trouver la sécurité. Par conséquent, il ne le trouvera jamais. Peut dire au revoir, une autre invention de la pensée, une image créée à travers les siècles de conditionnement, où il était conditionné par le monde communiste où il n'y a pas de Dieu. Également conditionnement. Alors qu'est-ce que tu fais? Veux chercher la sécurité dans vos troubles? Le désir d'être en sécurité
est l'une des choses les plus curieuses. Et cette sécurité doit être approuvée par le monde. J'écris un livre et je trouve ma sécurité dedans. Mais ce livre doit être approuvé par le monde. Sinon, je n'ai pas de sécurité. Avez-vous vu ce que vous avez donné? Ma sécurité en matière de dépendance à l'opinion du monde. Mes livres sont vendus à des milliers de personnes. J'ai donc créé une valeur. Cherchant la sécurité à travers un livre ou autre chose, je suis dépendant du monde créé par moi. Et cela signifie que je me trompe constamment. Ah! Si vous pouviez voir ça! Ainsi le désir de sécurité de la part de la pensée. C'est le chemin de l'incertitude, de l'insécurité. Lorsqu'il y a une attention totale et pas de centre, ce qui arrive à l'esprit dans cet état d'intense perception? Y a-t-il la sécurité dedans? Y a-t-il la moindre agitation? S'il vous plaît, n'êtes pas d'accord avec moi. Vous vous souciez vraiment que vous le trouviez. Comme vous le savez, messieurs, la plupart d'entre nous recherchent une solution aux agonies du monde, une solution à la moralité sociale qui est immorale, essayant de trouver un moyen d'organiser une société dans laquelle il n'y a pas d'injustice sociale. Au cours des siècles, l'homme a toujours cherché Dieu, la vérité, ou comment on l'appelle, pour ne jamais le trouver, mais toujours croire en lui. Mais quand on croit en Dieu, bien sûr, chacun a des expériences selon sa croyance. Par conséquent, de fausses expériences. Ainsi, dans son agitation, dans son désir de protection, de sécurité, de tranquillité, l'homme a inventé toutes ces garanties imaginaires, projetées par la pensée. Lorsque nous prenons conscience de cette fragmentation de l'énergie, qui cesse donc d'être fragmentaire, que s'est-il passé dans votre esprit qui cherchait la sécurité? Dans son agitation, elle fuyait un peur pour l'autre. Alors, qu'est-ce que cela vous convient de faire? Quelle est votre réponse? Interrogando. Nous ne sommes plus isolés. Il n'y a plus de peur. Krishnamurti, nous considérons déjà cela, monsieur. À moins que cela ne vous arrive vraiment, vous ne dites rien, car cela n'a aucun sens. Vous pouvez inventer, vous pouvez dire, mais si c'est vraiment sérieux, si vous voulez apprendre, vous devez pénétrer profondément ce problème. C'est votre mission. C'est ta vie, et pas seulement l'espace ce matin. Comme nous l'avons vu lorsque nous avons traversé le village, sur le chemin du pavillon, tout le monde allait à l'église. Religion du week-end. Mais ici, il n'y a pas de religion le week-end. Nous sommes intéressés par un mode de vie dans lequel l'énergie n'est pas fractionnée. Si vous comprenez cela, vous aurez un sens d'action extraordinaire. Interrogando. Seigneur, vous demandant ce que vous pouvez faire, donc le singe bouge. Absurdité. La question et la question tirent sur le singe. Krishnamurti. J'ai juste demandé à la question de voir où est l'interrogateur. Un seul fragment agit. Krishnamurti, oui. Juste un des fragments de cette énergie qui a été fractionnée, qui cherche sans relâche la sécurité. Et c'est précisément ce que c'est ce que nous faisons tous. Ces troubles, cette recherche et cette enquête constante, cette adhérence à un groupe et ensuite chercher un autre groupe, le singe ne s'arrête jamais. Tout cela indique que l'esprit recherche un mode de vie dans lequel seulement la sécurité l'intéresse. Lorsque vous vous rendez compte très clairement, qu'est-il arrivé à l'esprit? Alors, n'êtes-vous plus intéressé par la sécurité? De toute évidence, elle n'a pas peur. La sécurité devient une chose très triviale quand on voit cette pensée à fragmenter l'énergie ou se fragmenter, et qu'en raison de cette fragmentation, il y a de la peur. Et quand nous voyons l'activité fragmentaire de la pensée, alors nous sommes capables de faire face à la peur, d'agir. Et donc, nous avons demandé, qu'est-il arrivé à l'esprit qui est devenu attentif? Y a-t-il un mouvement de recherche dedans? Ayez la gentillesse de le comprendre. Interrogez. L'activité mécanique tient du tout. Krishnamurti. Vous avez compris ma question? Lorsqu'il est extrêmement conscient, l'esprit cherche toujours de l'expérience, cherchant à comprendre lui-même, en essayant de se dépasser, en essayant de découvrir ce qui est une action correcte. Quelle est l'action incorrecte? À la recherche d'une permanence,
dans laquelle il peut se soutenir. Permanence dans les relations, la croyance ou dans une certaine conclusion, nous continuons à avoir ce mouvement lorsque nous sommes complètement conscients. Interrogé, l'esprit ne cherche plus rien. Krishnamurti, savez-vous ce que signifie faire une affirmation aussi facilement? Ne cherchez rien. Savez-vous ce que cela signifie? Interrogé, l'esprit est-il prêt à recevoir quelque chose de nouveau? Quelque chose qu'elle est incapable d'imaginer. Krishnamurti, non, madame, vous n'avez pas compris. L'esprit a remarqué l'activité du singe dans son désavantage. Cette activité qui est toujours de l'énergie, la pensée. Dans votre désir de trouver une sécurité permanente, une certitude, une garantie. Alors il l'a divisé, le monde, en moi, et non à moi. À nous et à eux, et cherche la vérité comme moyen de sécurité. J'ai observé cela, je demande. L'esprit cherche toujours quoi que ce soit. La recherche implique un état d'agitation. Je n'ai pas trouvé la sécurité ici. J'y vais. Ne pas trouver, je vais coller. Interrogando. L'esprit n'est donc pas intéressé à la recherche. Krishnamurti, l'esprit où il n'y a pas de centre n'est pas intéressé à chercher. Mais cela se passe-t-il en vous? Interrogando. Au moment où nous sommes attentifs, c'est ce qui se passe. Krishnamurti, ne dis pas ça, monsieur. Interrogando. Cela s'occupe des choses de toutes sortes lorsqu'elles cessent de se battre. Krishnamurti, avez-vous déjà vu une promenade ou une assise en paix, ce qui signifie être totalement vide? Non isolé, non retiré, sans levant un mur autour de vous, et voyant, alors, ce n'est pas par rapport à rien. Pas fait illusion à tout cela. Lorsque l'esprit est totalement vide, cela ne signifie pas qu'il a été démembré. Les souvenirs sont là, car ils connaissent le chemin de votre maison, votre bureau. Je me réfère au vide de l'esprit qui a conduit le mouvement de la recherche. Interrogando. Tout est, et je le suis. Que suis-je? Qui est-ce moi qui m'a dit que je suis? Le singe? Krishnamurti. Faites attention à ne pas répéter ce que les propagandistes ont dit, ce que les religions ont dit, ce que les psychologues ont dit. Qui a dit que je suis? L'italien, les français, le russe, le croyant, le dogme, les peurs, le passé, l'homme qui cherche toujours, et celui qui cherche et trouve, ou celui qui s'est identifié à votre maison, à son mari, à votre argent, à votre nom ou à votre famille. Mots, mots et mots. Non, tu ne réalises pas ça, mais c'est le fait. Si vous vous rendez compte que ce n'est qu'un paquet de souvenirs et de mots, il n'y a pas de singe agité. Interrogando. Si l'esprit est entièrement vide lorsque nous nous dirigeons vers le bureau, pourquoi aller au bureau? Pourquoi continuons-nous à le faire? Krishnamurti, vous devez gagner votre vie. Vous devez rentrer à la maison. Vous devez quitter ce pavillon. Interrogando. La question est donc sûrement ceci. Comment puis-je être vide avec la mémoire en fonctionnement? Krishnamurti. Maintenant, Seigneur, je veux dire quelque chose de très sain. Cette entreprise de sécurité est quelque chose qui n'existe pas. Cette recherche infatigable pour la sécurité de l'observateur. Le centre, le singe, et ce riche singe, c'est-à-dire la pensée, a fragmenté le monde et l'a mis dans un terrible trouble. Combien d'afflictions et d'agonies l'ont causé, et que la pensée est incapable de résoudre. En tant qu'intelligent et astucieux et savant et capable de fonctionner efficacement, la pensée n'a aucune possibilité de commander ce chaos. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir sans avoir pensé. Je veux vous communiquer que dans cet état d'attention, dans ce mouvement d'attention, tout sentiment de sécurité a disparu car il y a de la stabilité. Cette stabilité n'a rien à voir avec la sécurité. Lorsque la réflexion recherche la sécurité, il a l'idée que c'est quelque chose de permanent et de renforcement, et donc il devient mécanique. La pensée cherche la sécurité dans les relations. Dans ces relations, cela crée une image. Et cette image devient les relations permanentes et fragments. Vous avez votre image, j'ai le mien.
Dans cette image, la pensée s'est établie et identifiée avec la chose permanente. Oli, c'est ce que nous avons fait. Ta patrie, ma patrie. Abandonnant tout cela, abandonnant pour avoir vu sa futilité totale et sa nocive, l'esprit le donne définitivement. Alors, que se passe-t-il à l'esprit pour ceux qui se sont retrouvés avec tout le concept de sécurité? Ce qui se passe, c'est que cet esprit étant si attentif, est devenu absolument stable. De sorte que la pensée ne cherche plus la sécurité de quelque manière que ce soit, et se rend compte que cette chose opérationnelle n'existe pas. Je vous pointe vers vous les faits. La description n'est pas la chose décrite. Voyez que cela est très important. Le cerveau est impliqué dans l'idée de mettre une sécurité parfaite. L'esprit, le cerveau, veut la sécurité car sans elle, elle ne peut pas fonctionner. S'il n'y a pas d'ordre, le cerveau fonctionnera illogiquement, neurotiquement, et il souhaite donc toujours commander. Ayant donné à l'ordre le sens de la sécurité, si ce cerveau continue de fonctionner, il continuera de demander l'ordre par la sécurité. Donc, quand il y a une attention, le cerveau cherche toujours la sécurité. Interrogando, Seigneur, il n'y a que le présent. Krishnamurti, Monsieur, j'essaie de vous transmettre quelque chose. Je me trompe peut-être totalement, je dis peut-être les Néras, mais vous êtes responsable de le découvrir, si je le dis aux petits os. Interrogando, j'ai l'impression que le moment où je suis conscient, je ne cherche pas, mais cette attention peut cesser. Ensuite, je vais aller chercher à nouveau. Krishnamurti, jamais. Non, c'est le point essentiel. Si penser perçoit une telle chose, la permanence il existe, il ne le cherchera plus jamais. Autrement dit, le cerveau, avec ses souvenirs de sécurité et la culture qu'il reçoit dans une société basée à la sécurité, avec des idées et une moralité basée sur la sécurité, ce cerveau est devenu totalement vide du mouvement de recherche de sécurité. Avez-vous déjà bien approfondi ce problème de méditation? Quelqu'un d'entre vous? La méditation n'est pas intéressée par la méditation, mais par le méditant. Remarquez-vous la différence? La plupart d'entre vous sont intéressés par la méditation. Que faire pour méditer? Comment méditer? Étape par étape, et ainsi de suite. Mais la question n'est pas si absolument. Le méditant est la méditation. Comprendre le méditant est la méditation. Si vous examinez bien la question de la méditation, vous avez vu que le méditant doit se retrouver avec la compréhension et non la répression ou le meurtre de pensée. C'est-à-dire que se comprendre, c'est comprendre le mouvement de la pensée, qui est le mouvement du cerveau avec ses souvenirs, et de comprendre le mouvement de la pensée, qui est recherche de sécurité. Maintenant, je demande au méditant, ce cerveau peut devenir totalement silencieux, et cela signifie, la pensée peut-elle être complètement silencieuse, et, cependant, fonctionner à cause de ce silence, pas considéré comme une fin en soi. Vous devez probablement le trouver trop compliqué, mais en fait c'est très simple. Nous savons donc que dans l'esprit de chaque attentif, il n'y a pas de fragmentation de l'énergie. Notez bien, il n'y a pas de fragmentation d'énergie. L'énergie est totale. Cette énergie fonctionne sans fragmentation lorsque vous allez au bureau. Interrogez, peut-être qu'une véritable compréhension pourrait être réalisée sans l'aide du mot, par une sorte de contact direct avec la chose à comprendre. Et par conséquent, il n'y aurait pas besoin de mots qui sont une évasion. Krishnamurti et ses bisilis, pouvez-vous être dans une communication sans parole, car les mots sont des obstacles? Interrogé, puis-je? Krishnamurti, voir. Monsieur, je peux communiquer non-verbalement avec vous à votre sujet, qui est tout attentif et pourtant capable de fonctionner dans le monde sans se diviser en fragments d'énergie? Avez-vous compris cette question? Interrogando. J'ai compris. Krishnamurti, eh bien, puis-je communiquer cela sans utiliser le mot? Comment savez-vous que je peux? Qu'est-ce qui vous dit tous? Interrogez, je pense que vous le pouvez. Krishnamurti, voyez,
parlait de près de 5 semaines de suite, expliquant les choses, entrant dans les détails, en les consacrant tous nos cœurs. Et avez-vous compris même verbalement? Et voulez-vous comprendre pas verbalement? Cela est possible, si votre esprit est en contact avec l'orateur avec la même intensité, la même passion, et en même temps, et au même niveau. Ainsi, cela peut être en communication avec lui. Et êtes-vous? Écoutez maintenant ce train. Sans mots, la communication s'est établie entre nous, car nous écoutons tous les deux le bruit du train. Au même moment, avec la même intensité et la même passion. Ce n'est qu'alors qu'il y a une communication directe. Ce attentif avec la même intensité et en même temps que l'orateur. Ce n'est pas sûr. Seigneur, lorsque vous tendez la main de quelqu'un d'autre, vous pouvez le faire par une simple habitude ou une coutume, ou vous pouvez tenir la main de l'autre personne et établir la communication sans prononcer un mot. Quand les deux sont à ce moment au même degré d'intensité, mais nous n'avons aucune intensité, aucune passion et intérêt interrogatoire, pas à chaque fois. Krishnamurti, ne dis pas ça. Pas pendant 1 minute. Interrogez. Comment le savez-vous? Krishnamurti, je ne sais pas. Si vous avez cette intensité, vous savez ce que cela signifie d'être vigilant, attentif et, par conséquent, ne cherche plus la sécurité. En conséquence, il n'agit plus ou ne réfléchit plus à la fragmentation. Regardez ce qui est arrivé à un esprit qui allait jusqu'au bout que nous allions. Toutes les discussions et échanges de mots. Qu'est-il arrivé à l'esprit? La personne qui écoutait vraiment tout, premièrement, cette personne est devenue sensible. Non seulement mentalement, mais aussi physiquement. Il a cessé de fumer, de boire, de prendre de la drogue. Et lorsque nous parlons de la question de l'attention, il doit avoir vu que l'esprit ne cherche plus rien, ni d'affirmer quoi que ce soit. Cet esprit est assez mobile, et pourtant parfaitement stable. En raison de cette stabilité et de cette sensibilité, il est capable d'agir sans diviser la vie ou l'énergie en fragments. Que découvrez-vous au-delà de l'action, de la stabilité? L'homme a toujours cherché quelque chose qu'il considère comme Dieu, la vérité. Il s'est toujours battu pour la joindre à cause de sa peur, de sa faiblesse, de son désespoir et de son désordre. Il a cherché cette chose et a pensé qu'il l'avait découverte. Et cette découverte, il a essayé d'organiser. Par conséquent, ce qui est stable, très sensible, ne cherche rien. Voir quelque chose qui n'a jamais été trouvé. Pour cet esprit, le temps a cessé d'exister complètement. Ce qui, bien sûr, ne signifie pas que nous pouvons perdre le train. Ainsi, un état existe qui est intemporel, et par conséquent, infini. Et si vous l'atteignez, vous verrez à quel point c'est merveilleux. Je pourrais le décrire, mais la description n'est pas la chose décrite. C'est à vous de le découvrir en vous observant. Pas de livre, aucun instructeur ne pourra vous montrer. Ne dépendez de personne. N'entrez pas dans les organisations spirituelles. Vous a rencontré pour apprendre tout cela de vous-même. Et puis, l'esprit découvrira des choses incroyables. Mais il ne peut y avoir de fragmentation. Cependant, une stabilité, une agilité et une mobilité extraordinaires. Pour cet esprit, il n'y a pas de temps et, par conséquent, le concept concernant la vie et la mort a une signification entièrement différente. En présence de nos nombreux problèmes, nous sommes susceptibles de les résoudre, chacun pour lui-même. S'il s'agit d'un problème sexuel, nous faisons face à quelque chose de complètement isolé des autres problèmes. Il en va de même du problème de la violence ou de la faim. Problème que nous cherchons à résoudre dans le domaine politique, économique ou social. Je ne sais pas pourquoi nous voulons résoudre chaque problème séparément. Le monde est sous l'empire de la violence. Les pouvoirs existants cherchent à résoudre chaque problème comme séparé du reste de leur vie. Nous ne considérons pas les problèmes dans son ensemble. Chaque problème par rapport à d'autres problèmes. La violence, comme nous pouvons l'observer en nous-mêmes, fait partie de notre héritage animal. Une bonne partie de chacun de nous est un animal. Et si nous ne comprenons pas notre structure des êtres humains totaux et essayons simplement de mettre fin à la violence séparément,
donc plus de violence en résultera. Je pense que cela doit être clairement compris par chacun de nous. Les milliers de problèmes, apparemment séparés, et nous ne voyons jamais qu'ils sont liés les uns aux autres, et qu'aucun d'entre eux ne peut être résolu isolément. Nous devons considérer la vie comme un mouvement continu de problèmes et de crises, sérieux et insignifiants. Soyons très prudents dans cette affaire, car s'il n'est pas clairement compris, lorsque nous considérons les problèmes de peur, d'amour, de mort, de méditation et de réalité, nous ne comprendrons pas comment ces choses peuvent être liées les unes aux autres. Parce que la beauté de la vie, l'extase, l'immensité ne sont pas séparées de nos problèmes quotidiens. Si vous dites que je ne suis intéressé que par la méditation et la vérité, vous ne vous retrouverez jamais sans comprendre que les problèmes sont liés. Le problème de la faim, par exemple, ne peut pas être résolu isolément car il est en relation avec les divisions nationales, politiques, économiques, sociales, religieuses et psychologiques chez les hommes. Et nous avons le problème des relations personnelles, le problème de la souffrance, non seulement physique mais aussi psychologique. Des problèmes liés aux afflictions qui non seulement nous atteignent individuellement, mais dans le monde. Toute angoisse et confusion dans le monde. Si nous essayons de trouver une solution à chaque problème particulier, ce que nous faisons est de créer plus de divisions et plus de conflits. Si ce sont des entités vraiment sérieuses et matures, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi l'esprit essaie de résoudre chaque problème comme s'il n'était pas en relation avec d'autres problèmes. Pourquoi l'esprit humain fait-il cette division en moi et à moi, nous et eux, la religion et la politique, etc. Pourquoi cette division constante et tant d'efforts pour résoudre chaque problème en soi isolément? Afin de répondre à cette question, nous devons enquêter sur la fonction de pensée, sa signification, sa substance et sa structure. Parce qu'il est possible que la pensée ce soit le facteur de division et, par conséquent, le processus même d'essayer une solution à travers la pensée, le raisonnement, provoque de séparation. Une révolution physique est-elle souhaitée afin d'établir un meilleur ordre, oubliant les conséquences de la révolution physique, oubliant la nature psychologique intégrale de l'homme? Il est donc nécessaire de poser cette question. Et qui est la réponse? De pensée ou de compréhension de cette vaste structure de la vie humaine? Nous voulons déterminer pourquoi cette division existe. De là, nous avons affaire à l'observateur depuis des jours, et la chose observée. Laissons-le de côté, et nous l'examinerons différemment. La pensée crée, en fait, la division. S'il crée, la raison en est qu'il cherche à résoudre un problème donné séparément des autres problèmes. S'il vous plaît, n'êtes pas d'accord avec moi? Ce n'est pas le cas de l'acceptation, mais de voir par vous-même la vérité ou le mensonge de ce que vous dites. N'acceptez en aucun cas et en rien ce que dit cet orateur. Ici, il n'y a aucune autorité, ni la vôtre ni la mienne. Nous sommes communs, enquêtant, regardant et apprenant. Si la pensée, pour son, la nature et la structure elle-même, divise la vie en tant de problèmes, la recherche de la solution par la pensée ne peut conduire qu'à une solution isolée. Et donc, une telle solution isolée, et donc une telle solution crée plus de confusion et plus de détresse. Il est nécessaire de se vérifier pour nous-mêmes, librement, sans préjudice et conclusion, si c'est ainsi que la pensée fonctionne. En général, nous essayons de trouver la solution d'un problème intellectuellement ou émotionnellement, ou disons que nous le trouvons intuitivement. Il est nécessaire d'être très prudent avec ce mot « intuition ». Cela met fin à beaucoup d'illusions. Combien d'intuitions peut être dictée par nos propres espoirs, peur, amertume, désir, etc. Nous recherchons une solution intellectuelle ou émotionnelle, comme si l'intellect était séparé de l'émotion, et l'émotion séparée de la réaction physique. Notre éducation et notre culture, ainsi que tous nos concepts philosophiques, sont basés sur cette perspective intellectuelle de la vie. Notre structure sociale et notre moralité sont basées sur cela, division. Maintenant, si la pensée se divise, comment ça fait? Si vous voyez vraiment cela sur vous-même, vous verrez la découverte extraordinaire que vous ferez. Ce sera la lumière de vous-même.
Ce sera une entité humaine intégrée et n'aura besoin de personne pour vous dire quoi faire, quoi penser et comment penser. La pensée peut être admirablement rationnelle. Il doit par conséquent raisonner, logiquement, objectivement et massivement. Il devrait fonctionner parfaitement comme un ordinateur, travaillant avec précision, sans frottement ni conflit. Le raisonnement est nécessaire. La santé mentale fait partie de la capacité de raisonner. La pensée peut-elle jamais être nouvelle et pure? Chaque problème humain, pas des problèmes mécaniques et scientifiques, est toujours nouveau. Et la pensée cherche à la comprendre, cherche à la changer, à chercher à la traduire, à chercher à faire quelque chose. Si nous ressentons profondément l'amour l'un pour l'autre, pas verbalement, mais vraiment, toute cette division cesserait. Cela ne peut se produire que lorsqu'il n'y a pas tout conditionnement, aucun centre, composé de soi et de vous. Mais penser, être l'activité du cerveau, de l'intellect, est complètement incapable d'aimer. La pensée doit être comprise et nous demandons si la pensée est capable de voir quelque chose de nouveau. Ou le fait est que la nouvelle pensée est toujours ancienne, donc face à un problème dans la vie qui est toujours nouveau, elle ne peut pas la voir comme nouvelle, car elle essaie de la traduire en fonction de son propre conditionnement. La pensée est nécessaire et pourtant on voit que la pensée divise. Moi et pas moi, etc. Essayez de résoudre le problème de la violence isolément, sans le relier à tous les autres problèmes d'existence. La pensée est toujours le passé. Si nous n'avions pas le cerveau qui, en tant que magnétophone, a accumulé des informations et des expériences de toutes sortes, nous ne pourrions pas penser ou réagir. Penser, lors de la rencontre d'un nouveau problème, ne peut manquer de le traduire en lui-même, relatif au passé, et donc créer une division. Laissez tout le reste par heure et regardez votre réflexion. Il est la réaction du passé. Si je n'avais aucune pensée, il n'y aurait pas de passé. Vous vous retrouveriez dans un état d'amnésie. La pensée divise inévitablement la vie dans le passé, le présent et le futur. Tant que la pensée existait comme passé, la vie sera divisée en ces sections du temps. Si je veux comprendre complètement le problème de la violence, totalement, afin que son esprit soit complètement libre, je ne le comprendrai qu'en comprenant la structure de la pensée. C'est la pensée qui génère de la violence. Ma maison, ma femme, ma patrie contre les recensements? Qui est ce moi permanent, en face de tout le reste? Quelle est votre cause? Éducation, société, gouvernement, Église, tout est causant, et je fais partie de tout cela. La pensée est la matière. Il est situé dans la structure elle-même, dans les cellules du cerveau elles-mêmes, et donc, lorsque le cerveau fonctionne, psychologique, social ou religieusement, fera nécessairement selon votre conditionnement passé. Nous voyons que la pensée est d'une importance essentielle et doit fonctionner d'une manière absolument logique, objective et impersonnelle. Et nous voyons en même temps qu'il s'agit d'un facteur de division.